Top. Eh ben, bonjour à tous. Je suis ravie, d'être, avec vous, pour, ce dernier webinaire de la saison, en tout cas avec moi. On est ensemble pendant à peu près 1 heure et quart, 1 heure et demie. Je vais essayer de garder un petit peu de temps si jamais vous avez des questions, à la fin, parce que, j'aime bien aussi, créer ce petit moment. Je vous promets un webinaire, pratico-pratique. Je vais vous partager du concret, je vais vous partager des méthodes qui ont été testées, des exemples réels, et l'objectif, c'est que vous puissiez tous repartir avec des entre guillemets, «des formulations» qui vont être, que vous allez pouvoir utiliser tout de suite. Vous allez pouvoir copier-coller, les éléments sans aucun problème. C'est vraiment ma promesse du jour. Qui je suis? Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, moi je suis Amélie Favre-Guitté, la cofondatrice de Madircom, une agence de conseil RH qui intervient donc auprès des entreprises pour faire à la fois des audits RH, des formations et du coaching également avec beaucoup de particuliers. Je m'intéresse énormément à toute cette partie intergénérationnelle, donc oui, l'idée de faire travailler toutes les générations ensemble, c'est aussi l'un de mes gros leitmotifs. Et pour la petite actualité, j'en profite parce que dans quelques semaines, j'ai un livre qui sort qui partage 50 pratiques de QVCT pour améliorer le bien-être en entreprise, au travail. Donc voilà, j'en parlerai encore plus sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn ou sur Insta pour celles et ceux qui le souhaitent. Allez, c'est parti. Le programme, voilà comment on va un peu se structurer. Je vous ai mis les minutes, on va essayer de le respecter plus ou moins. On va déjà commencer par comprendre pourquoi le feedback, c'est important et pourquoi il est si peu utilisé en France, parce qu'on n'est pas très doué encore en France pour ce genre de choses. On va essayer de voir d'où vient le problème et comment on peut arriver à le résoudre. On va faire un petit aparté aussi sur les neurosciences. J'adore tout ce qui vient du cerveau et arriver à faire des liens avec tout ça. Parce que, alors, l'idée, c'est pas d'étaler sa science, mais c'est juste d'arriver à comprendre comment justement le cerveau réagit quand on est face à un feedback, à une remarque, une critique, et comment justement ça va se transformer, comment le cerveau va le percevoir et comment la situation peut bien aller ou mal aller. Et puis, forcément, on va aller sur la pratique, donc les différents types de feedback qui existent. Je vais vous partager 3 méthodes que vous allez pouvoir vous aussi après réutiliser. Et on va voir ensemble comment on peut adapter les messages que l'on va partager aux gens, aux équipes, aux collègues. Ça marche aussi dans la famille et les amis, hein. Vous pouvez l'utiliser également dans ce cadre-là. Et on va aussi faire en sorte d'adapter les messages en fonction des personnes que l'on a dans son équipe. Donc, on va aborder comment on fait un feedback à un stagiaire, à un junior, à un senior, à un freelance, à un collègue, voire à son manager, parce que c'est aussi important d'envisager le feedback dans tous les sens. Et puis après, on va essayer de voir comment on peut transformer ça en habitude, comment on peut instaurer cette habitude au sein de son équipe. Pas juste pour l'idée de faire, parce que souvent je vois beaucoup dans les équipes, c'est un effort qu'on va faire ponctuellement. Là, l'idée, c'est que vous puissiez l'ancrer durablement auprès de vos équipes et auprès de toutes les personnes avec qui vous travaillez, et sans que ça se devienne un effort et que ça devienne de plus en plus naturel pour vous. Voilà un petit peu mon programme, et je vais, comme à chaque fois, essayer de me tenir au temps, parce que je sais que je suis très bavarde et que j'ai tendance des fois un petit peu à dépasser. Je sais que le soleil peut vous zapper vers l'extérieur. Euh, un chiffre fort, effectivement, pour démarrer, mais je vais même l'accompagner d'une question et se dire quand, à votre niveau, avez-vous reçu pour la dernière fois un feedback qui a vraiment été utile? Encore une fois, c'est ça aussi qui est important, c'est que des feedbacks utiles, c'est-à-dire à quel moment vous avez fait un retour qui vous a aidé à progresser, qui vous a aidé à comprendre quelque chose, ou un feedback qui vous a permis d'ajuster peut-être quelque chose, une action, une manière de faire, de dire les choses. Ça, c'est la question qu'il faut se poser. C'est quand est-ce que j'ai eu un feedback vraiment utile récemment? Et en fait, comme vous pouvez le voir à l'écran, on a 53% des salariés aujourd'hui qui, en France, estiment n'avoir jamais reçu de feedback utile pour progresser. Je trouve ce chiffre alarmant, parce que c'est quand même un peu plus d'un salarié sur deux. Et donc, on aurait aimé que ce soit plutôt l'inverse. Et la surprise, c'est la petite ligne qui effectivement qui s'affiche juste là. C'est les gens veulent du feedback. La preuve, 61% des gens veulent un feedback et veulent des feedbacks positifs. Encore une fois, 48% voudraient des feedbacks correctifs. Donc après, on verra un petit peu toute cette différence. Et le problème, c'est que les gens
ils en veulent, mais ils n'en obtiennent pas assez. Donc en fait, c'est souvent les feedbacks qu'on leur fait, c'est pas le feedback comme il faudrait le faire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la formulation, il n'y a pas la manière, il n'y a pas la compréhension aussi des besoins et des émotions de l'autre à ce moment-là. Donc aujourd'hui, la question n'est plus tellement de se dire est-ce qu'on le fait ou pas, ou si c'est mal, c'est vraiment comment on fait pour transformer les feedbacks qu'on a peut-être l'habitude d'avoir en quelque chose qui va être pertinent et qui va demain être utile pour les équipes. Et c'est ça qu'on va justement travailler ensemble. Pour comprendre un peu pourquoi le feedback est si peu pratiqué en France, ou en tout cas pas de la manière dont il faudrait, on va regarder aussi un peu rapidement une histoire à la fois managériale et aussi un côté très culturel. Le premier frein qu'on va rencontrer, ça va être l'héritage hiérarchique. C'est quoi? En fait, en France, quand on a un manager, il incarne assez régulièrement le côté très autorité. Et dans ce modèle d'entreprise, donner un feedback à quelqu'un, ça va être très souvent vécu comme un peu une remise en cause de la compétence de la personne. C'est-à-dire, si je te fais un retour en tant que manager, c'est parce que tes compétences ne sont pas alignées avec ce que l'on attend de toi dans l'entreprise. Et donc, forcément, dans ce type de contexte, c'est très difficile d'arriver à créer un échange qui doit être à la fois ouvert et bienveillant, ce qui est normalement l'optique d'un feedback. Le deuxième frein que l'on rencontre assez régulièrement, c'est la confusion entre je te fais un feedback et non, je ne te fais pas un reproche. C'est-à-dire que quand on va dire à quelqu'un, OK, on va se faire un petit rendez-vous tous les deux parce que je vais te faire un feedback, la plupart des gens en France vont s'attendre en fait au pire en disant oh là là, qu'est-ce qu'il va me dire, il va me critiquer, je vais avoir droit à un recadrage, je vais être sanctionnée parce qu'il y a quelque chose que j'ai pas bien fait. C'est très souvent un problème de sémantique, mais aussi un problème de culture, encore une fois, parce qu'on n'arrive pas à associer le feedback à quelque chose de positif. Et le troisième, c'est un peu notre manière de communiquer, c'est-à-dire qu'un manager qui va dire que les résultats sont un peu mitigés, ok, si on prend plutôt une culture anglo-saxonne, donc que ce soit chez les Britanniques ou les Américains, on va dire, en fait, ce projet n'a pas atteint nos attentes et voici pourquoi. Encore une fois, ils vont ajouter quelque chose d'autre, là où nous, on va souvent plutôt voir le verre à moitié vide, là où dans la culture anglo-saxonne, on va plutôt voir le verre à moitié plein, mais on va l'expliquer le pourquoi et le comment et comment améliorer. Et donc ça, c'est vraiment ce qui va faire souvent la différence entre notre culture très française et les cultures anglo-saxonnes. Et ce flou un petit peu que l'on a d'un point de vue culturel, ça va forcément créer énormément de malentendus et des interprétations qui sont totalement différentes les unes des autres. Maintenant, si on regarde la colonne de droite, on voit pourtant que les gens, encore une fois, veulent du feedback. Donc, la demande est là. Donc, ça, je trouve que c'est quelque chose de très positif. C'est pas en soi un rejet du feedback, c'est juste un manque d'outillage et parfois un petit peu de culture. Et donc, le travail aujourd'hui, c'est justement d'essayer de vous donner, en tout cas moi aujourd'hui, je vais essayer de vous donner un maximum d'outils pour que vous puissiez vous dire, OK, tiens, j'ai peut-être souvent cette situation en formation, je demande, si vous demandez, je sais pas, imaginons à des managers, qu'avez-vous dit à quelqu'un récemment déjà, non, je vais vous poser la question. Est-ce que vous avez dit récemment à quelqu'un qu'il faisait du bon travail? Et souvent, moi, je sais qu'en formation, à ce moment-là, les gens me disent non, si les gens travaillent bien, je leur dis pas. Ils le voient qu'ils travaillent bien, je préfère leur dire quand il y a quelque chose qui ne va pas. Et encore une fois, l'idée du feedback, c'est aussi de se dire tiens, là, à telle occasion, tu as bien fait ça, et je trouve que c'est vachement cool. D'ailleurs, c'est une pratique qu'on pourrait partager aux autres. Encore une fois, c'est aussi important de se poser la question, de se dire à quel moment je fais des feedbacks à mes équipes, à quel moment ils sont positifs, à quel moment ils sont correctifs, et est-ce que je les encourage régulièrement. Donc ça, encore une fois, c'est aussi important de pouvoir avoir ce type de feedback, et c'est ce qu'on va creuser tous un petit peu ensemble. Hop, je partage ça. Des petits chiffres qui sont importants, 26% de performance individuelle. Encore une fois, l'objectif, c'est de se rendre compte que l'importance du feedback, c'est quelque chose qui va vous permettre aussi de rentabiliser entre guillemets le temps que vous allez y passer. Moi, j'aime bien mettre ces chiffres pour qu'il y ait un déclic un peu business, encore une fois, avant de passer au côté très pratique, parce que avoir un feedback positif, c'est pas juste le côté un peu gnangnan ou
le côté très, bienveillance qu'on utilise à tout bon, à tout va. C'est vraiment de se dire qu'en fait, être, vrai et juste avec les gens, c'est ultra rentable. Et donc, bah, quand on travaille en entreprise, c'est important d'avoir ces chiffres en tête. Donc on le voit, 26 de performance individuelle, plus de 40 d'engagement, donc encore une fois, et 2 fois plus de rétention des talents. Encore une fois, c'est pas des chiffres théoriques, c'est des résultats observés dans beaucoup d'entreprises qui ont justement structuré leur pratique du feedback. Moi, ce que j'aime encore plus, que l'ensemble de ces chiffres, c'est, justement la petite ligne qui est en dessous. C'est parce que les vrais bénéfices, en fait, aujourd'hui du feedback, c'est pas juste une ligne dans un bilan RH, même si c'est important, mais c'est surtout une équipe où les gens osent se dire les choses, osent dire quand quelque chose va et quand quelque chose ne va pas, parce qu'il faut le faire dans les 2 sens. C'est aussi un manager qui est pas surpris face à une démission parce que justement, il a échangé avec les personnes individuellement, il y a eu des feedbacks, donc à un moment donné, on va sentir, on va être capable d'anticiper qu'une personne va quitter ou non un service. C'est aussi potentiellement une collaboration où, bah, quand on est avec des équipes ou quand on est avec des prestataires ou autres, et bah, si demain il y a des problèmes, ce sont des problèmes qui vont se régler beaucoup plus rapidement parce qu'on n'a pas laissé la pression monter dans les équipes ou avec le prestat. C'est-à-dire qu'on va être capable de faire des feedbacks beaucoup plus réguliers, de faire des retours, de pouvoir dire les choses beaucoup plus facilement. Et c'est ça, en fait, aujourd'hui, la différence entre une équipe qui va subir et une équipe qui va progresser ensemble. C'est justement la qualité de ce feedback qui, encore une fois, doit être régulier, doit être à la fois correctif et doit être à la fois positif. Donc on aime tous ces petits chiffres. Petit tour du côté de la neuroscience, avant que je vous partage les outils. Encore une fois, c'est quand on fait un feedback, ça passe par plein de déclenchements et de réactions, et souvent une réaction de défense, encore une fois, qui se comprend. Moi, souvent les gens me disent: «Ah mais j'en ai marre de ce genre de réaction». Je dis: «Mais c'est une réaction qui est saine et qui est normale». C'est d'un point de vue biologique, une fois qu'on arrive à comprendre justement comment ça se passe dans notre cerveau quand on fait un feedback ou quand on envisage un feedback, eh bien, on va justement changer drastiquement, j'ai envie de dire, notre manière justement de donner ce feedback. Encore une fois, plus on comprend comment ça se passe dans notre tête et mieux c'est. Alors, hem, quelque chose qu'on n'apprend pas assez souvent en management et qui pourtant change tout, c'est typiquement quand on reçoit une critique. Alors ça peut être souvent un peu un improviste, hein, encore une fois, vous sortez d'une réunion, vous avez votre manager, qui arrive et qui vous fait une critique ou, vous-même, vous avez fait un point étape, avec vos équipes, que ce soit en visio ou en présentiel et juste avant la fin, vous lâchez une bombe parce qu'il y a quelque chose qui vous a pas plu. Encore une fois, c'est vraiment cette petite critique de manière, un peu inattendue. Automatiquement, votre cerveau va le percevoir comme une menace. Pourquoi? Parce que physiquement, on a notre amygdale, donc la partie du cerveau qui va gérer le danger, qui va commencer à s'activer. Et quand l'amygdale va s'activer, en fait, l'apprentissage va s'arrêter et on va passer automatiquement en mode survie. C'est-à-dire que là où normalement notre cerveau est programmé pour continuer à apprendre et à se perfectionner, là, ça se coupe immédiatement. Et donc, comme le cerveau va se mettre en mode survie, eh ben, nous, humains, derrière, qu'est-ce qu'on fait? On cherche à se justifier, on va se fermer, c'est-à-dire qu'on ne va pas vouloir discuter, on ne va pas pouvoir échanger parce qu'on est en train de vivre une situation qui nous met pour nous en danger. Et quand je dis danger, c'est faut vraiment le voir avec le, le, le cerveau, j'ai envie de dire préhistorique, qui fait que on a peur et donc on se coupe et on se ferme de tous les échanges et de toute la communication. Et quoi que la personne est en train de nous dire, on ne va rien retenir. Et encore une fois, c'est si vous ne préparez pas un feedback avant d'aller voir quelqu'un et que vous lui livrez de manière très abrupte et très sauvage, eh ben, très souvent, et on va le voir après avec certaines méthodes, vous êtes en train de rater votre cible et l'intérêt pour laquelle vous espériez dire quelque chose. Encore une fois, ce n'est pas que la personne est en train de refuser d'entendre ce que vous êtes en train de dire, c'est que son cerveau s'est bloqué et s'est mis en mode danger. Donc ça, il y a vraiment ce côté qui est très important. Pour arriver à comprendre, qu'est-ce qui bloque dans la communication, dans les échanges? Parce que justement, c'est se dire, bah, c'est quoi les points bloquants sur lesquels je dois faire attention pour être sûr que la personne
ou en tout cas son cerveau ne se met pas en mode survie, on a la méthode qui s'appelle la méthode SCARF, qui a été développée par David Rock, qui est un neuroscientifique, et qui a donc les 5 besoins fondamentaux. Encore une fois, si votre feedback est en menace, enfin en tout cas est perçu comme étant une menace, le message va être rejeté. Quoi que vous disiez, peu importe, il sera rejeté. Alors, je prends l'exemple, typiquement, le S, c'est le statut, donc pour le SCARF. Si vous donnez par exemple un feedback en public, ben, vous êtes potentiellement en train de menacer le statut de la personne. Donc la personne va rejeter ce que vous êtes en train de dire. Pourquoi? Parce que pour lui, sa valeur est perçue par rapport aux yeux des autres, par rapport au regard qu'en ont les autres. Le statut, c'est le besoin de se sentir respecté. C'est le besoin de se sentir considéré dans le regard des autres. C'est-à-dire que si vous me balancez une critique devant 10 personnes que je connais, je vais me sentir dévalorisée par rapport aux autres. Donc encore une fois, quand vous donnez un feedback en public, que ce soit en public, en réunion, devant des collègues, peu importe, même si vous venez avec les meilleures intentions du monde, le cerveau de votre interlocuteur va l'enregistrer comme une humiliation potentielle. Et la réaction, elle est automatique, c'est le rejet. Enfin, en fait, je me replie, j'essaye de me défendre, j'essaye de contre-attaquer. Donc, c'est là où peut-être vous avez des gens qui commencent à vous crier dessus et vous ne comprenez pas pourquoi, parce que pour vous, c'est juste une petite remarque que vous venez de faire. Oui, mais vous venez potentiellement de les humilier en public. Et donc, eh ben, cette personne est en train de rejeter ce que vous êtes en train de dire, elle ne vous écoute plus et elle est sur de l'autodéfense. Donc, dans ces cas-là, on va plutôt privilégier d'avoir un feedback correctif dans un cadre plutôt privé. C'est-à-dire qu'on va aller voir la personne en privé, dans un bureau où on sera qu'elle et moi. Le C pour la certitude, le cerveau, il adore tout ce qui est prévisible. Il consomme beaucoup moins d'énergie quand il sait exactement à quoi s'attendre. Donc, et on le voit, je prends un petit aparté là-dessus, mais quand vous avez des personnes qui ont été très fatiguées, qui ont fait des épuisements professionnels, leur cerveau adore quand elles regardent tout le temps les mêmes choses. C'est-à-dire, les personnes vont regarder la télé, mais des émissions qu'elles ont déjà connues, ou elles vont regarder des feuilletons ou des films qu'elles ont déjà vus. Et en fait, ça va reposer le cerveau parce que c'est quelque chose qu'il connaît déjà. Donc, encore une fois, si demain vous faites un feedback qui est plutôt flou, oh, il faudrait que tu sois un petit peu plus professionnel. Oh là là, il faudrait que tu t'organises un petit peu mieux. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose. Et ben, ça va créer de l'incertitude. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que va entendre enfin, la personne va se dire, mais il attend quoi de moi? Parce qu'il faut que tu t'organises, il faut que tu sois plus professionnel. Ok, mais je dois faire quoi concrètement? Est-ce que ça veut dire que si je fais pas ce qu'elle me demande, je vais me faire licencier? En fait, le cerveau va commencer à s'imaginer le pire, va commencer à se poser 10 milliards de questions et ça va créer un peu une anxiété qui va bloquer, en fait, encore une fois, toute cette capacité qu'a le cerveau d'apprendre et te dire et même de réfléchir. Et donc, dans ces cas-là, la personne va également se bloquer et rejeter en bloc tout ce que vous êtes en train de dire. Ce qui est important, c'est d'être le plus précis possible, à la fois dans ce que vous dites, dans la manière d'être, d'expliquer l'impact, on le verra après, mais l'impact de ce que vous attendez, de ce que la personne doit faire concrètement. C'est-à-dire, j'attends de toi que ça pour que la prochaine fois, il se passe ça. Encore une fois, c'est quelle va être la suite par rapport à ce changement de comportement pour que la personne puisse l'intérioriser et le comprendre et que le cerveau se mette en mode apprentissage et non plus en mode survie. On a le A pour autonomie. Encore une fois, si je donne des injonctions sans laisser la personne choisir comment s'améliorer, elle va faire de la résistance. Et ça, c'est souvent quelque chose qu'on voit notamment avec les enfants. Prenons un exemple, les gens qui ont un besoin fondamental de se sentir acteurs de leurs décisions, de justement pouvoir faire des choix, si vous imposez dans votre feedback la solution, non mais la prochaine fois, il faut que tu fasses comme ça, et c'est tout. Vous lui imposez en fait la décision, forcément, de l'autre côté, vous générez une résistance. C'est instinctif parce que même si la solution que vous proposez est bonne, elle est juste, c'est celle qui convient, ce n'est pas celle que la personne a souhaitée. Ce n'est pas elle qui en a pris la décision. Donc en fait, vous venez avec une bonne volonté parce que vous dites, c'est ça la solution, donc hop, la prochaine fois, tu utilises cette solution. Oui, sauf que cette réaction, encore une fois, d'un point de vue neurologique, c'est
on me dit ce que je dois faire, et je n'ai pas le choix sur mes propres décisions. Je n'ai pas le choix, je ne contrôle pas, ce que je peux faire de ma propre vie et donc inconsciemment, encore une fois, le cerveau va se bloquer. Donc la prochaine fois, c'est plutôt de te dire: «Bah, tiens et toi, comment tu verrais les choses de ton côté? Quelle solution tu préconises? J'avais songé à ça, quel est ton avis?» OK, le fait de simplement amorcer la solution et ben, ça laisse à l'autre le dire: «Ah bah, oui, c'est une bonne idée, oui, je pourrais faire ci» et donc il va s'approprier la réponse et donc s'il s'approprie la réponse, ça veut dire qu'il est maître de ses choix et donc vous lui redonnez la main et donc dans ces cas-là, il va accepter ce que vous proposez. On a le R pour relation. Là, c'est lié plus à la sécurité effectivement dans les liens sociaux. Quand vous allez faire un feedback, encore une fois, même s'il est très bien formulé, et bien, il ne peut pas être reçu s'il y a pas de relation de confiance entre vous et cette personne. Typiquement, si votre collaborateur, ne vous fait pas confiance ou ne se sent pas en sécurité avec vous, s'il émet le moindre doute sur vos intentions, encore une fois, même si elles sont, vous venez avec une bonne volonté, s'il a jamais reçu un retour positif de votre part et ben, forcément, dès que vous allez venir avec ce feedback, il va le voir comme étant un feedback correctif et donc il va le voir comme une attaque ou pire, une potentielle manipulation de votre part sur lui. Donc dans ces cas-là, c'est avant de vouloir faire un retour à quelqu'un, c'est de vraiment travailler, bah, la reconnaissance positive, la confiance, la clarté, la cohérence dans votre communication et dans votre manière d'échanger, avant même d'envisager un feedback correctif. Encore une fois, c'est la confiance, c'est quelque chose qui va se construire dans le temps, mais vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de modifier quelque chose si vous ne lui avez pas prouvé qu'il pouvait vous faire confiance. Et donc ça, c'est vraiment important. Ça, c'est souvent un élément qui est pas mal oublié, et qui est très sollicité, notamment sur, bah, la nouvelle génération, on va dire la Gen Z. C'est cette, cohérence, dans la communication et cette clarté. C'est-à-dire qu'ils ont tendance à tester leur manager tout le temps et à tout le temps remettre en cause leur légitimité parce qu'ils estiment de se dire enfin, ils estiment penser et vouloir des managers qui sont cohérents H24 et donc ils ne vont pas changer de ligne directrice à tout va et donc ils vont tout le temps tout remettre en cause et c'est pour ça que cette relation de confiance, elle est toujours à flux tendu avec cette génération et qu'il faut toujours leur montrer que si, oui, ils peuvent nous faire confiance, oui, on peut travailler ensemble, oui, là je vais te demander certaines choses, mais c'est parce qu'avant il y a telle et telle chose. Encore une fois et donc cette légitimité de confiance, là où avec d'autres générations, c'est une fois que la confiance est instaurée, et ben on n'y touche plus. Là, avec ces nouvelles générations, c'est quelque chose qui doit tout le temps être remis, en cause et en question. Et le dernier, le fairness, qu'on peut aussi dire justice, c'est parce que la personne a l'impression de vivre justement une injustice. Tout à l'heure, je vous parlais de cohérence, bah, c'est exactement la même chose, c'est se dire que je veux être traité de la manière la plus juste possible. Et le sentiment d'injustice, c'est clairement, pour moi, un élément déclencheur émotionnel qui est le plus puissant. Parce que dès lors que l'on va ressentir ou avoir l'impression d'être le seul à recevoir des retours négatifs, d'être le seul à devoir tenir des standards que les autres ne respectent pas. C'est-à-dire qu'on a l'impression que notre manager, il n'y a qu'à nous qu'il impose certaines choses et qu'aux autres, il les laisse faire ce qu'ils veulent. Et bien forcément, il y a ce côté d'injustice qui va naître. Et quand on a ce côté injustice, bah, comment on va se transformer? On va avoir de la colère, et forcément la colère va prendre le dessus sur l'écoute. C'est-à-dire que si on a un manager qui vient et qui essaye de nous dire quoi améliorer, quoi modifier, encore une fois, même s'il vient avec toutes les bonnes intentions du monde, même s'il vient avec une bonne solution, on est sur un sentiment d'injustice et donc dans ces cas-là, la communication va se couper, on n'écoute plus ce que dit la personne, on se met en colère très facilement et donc tout ce que l'on peut dire n'a plus aucun sens. Donc dans ces cas-là, la meilleure chose à faire, c'est de s'appuyer vraiment sur des faits observables, on verra après dans les techniques que je vais vous partager, qui permettent véritablement d'éviter la colère et la montée émotionnelle et c'est s'assurer en fait que bah, les règles du jeu vont être les mêmes aussi pour tout le monde. Se dire: «Bah, voilà un fait que j'ai constaté, voilà ce que moi j'ai ressenti, voilà des propositions que je te fais, qu'est-ce que tu en penses?» pour vraiment rester sur le terrain le plus
neutre possible et éviter tout sentiment d'injustice. Et ce qui est vraiment essentiel, c'est que si vous voulez réussir un bon feedback, il faut arriver, entre guillemets, à protéger ces 5 besoins. On va voir juste après comment le faire. Mais ça, c'est vraiment important de se dire, il faut vraiment que je vérifie ma méthode SCARF pour être sûr que je ne fais de mal, entre guillemets, à personne et que je respecte bien les attentes et les besoins de chacun. Un peu plus en détail aux besoins, imaginons, parce que ça, je l'avais souvent en formation, les gens qui me disent très bien, mais si j'ai en face de moi un collaborateur qui, qui se sent menacé, entre guillemets, ou qui fait de la résistance parce que j'ai beau lui faire plein de feedback, il n'entend rien, il n'écoute rien. Du coup, je vous présente ce petit tableau. On reprend vite fait pour le S. On imagine, vous êtes en réunion d'équipe, vous avez un collaborateur qui vient de présenter un projet. Il manque pas mal d'éléments qui pour vous sont importants. Et donc, vous lui dites très gentiment, il manque la partie financière, c'est un peu léger là comme présentation que tu nous as fait ce matin. Forcément, vous avez le collaborateur qui va dire OK, mais vous allez sentir qu'il va se fermer. Il va plus dire un seul mot de la réunion, il y a des grandes chances. Et le soir, vous allez apprendre par les bruits de couloir que il a très mal vécu ce moment, qu'il n'a pas du tout apprécié cette petite remarque. C'est pas une question de susceptibilité. Là, c'est vous avez touché le statut, c'est-à-dire que son image devant les autres a été touchée. Vous avez un peu écorné publiquement cette image de, je sais pas moi, de personne qui fait très bien les choses devant tous les autres. Et donc, son cerveau automatiquement a enregistré ça comme une menace sociale. Vous avez fait du mal à son intégrité. Encore une fois, la même phrase, vous l'auriez dite en tête-à-tête après la réunion, le même message, et la réception aurait été totalement différente. C'est juste que là, vous l'avez dit devant tout le monde. Si on prend le C pour la certitude, vous en tant que manager, vous allez dire à un collaborateur, bon, la prochaine fois, tu dois être un peu plus professionnel quand tu échanges avec les clients. Okay. La personne, elle va repartir avec ce message, elle va hocher la tête, ok, c'est cool, mais elle n'a pas pigé ce qu'il fallait changer. Donc, c'est pas qu'elle s'en fiche, encore une fois, c'est juste qu'elle n'a pas compris ce qu'elle devait changer concrètement. Plus professionnel, ok, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il faut que je change le ton? Est-ce que je dois, je sais pas, améliorer mes délais de réponse vis-à-vis des clients? Est-ce que je dois changer mon vocabulaire? Est-ce que les emails que j'envoie aux clients sont si peu professionnels que ça? C'est le flou total dans sa tête. Donc, ça peut, encore une fois, comme il va se poser 10 milliards de questions, moi, j'imagine toujours le petit hamster dans sa roue parce qu'il se pose 10 milliards de questions et donc ça va créer de l'anxiété. Et donc, s'il est face à de l'anxiété, il ne peut pas créer de l'action, il ne peut pas se mettre à changer puisqu'il n'a pas compris. Le cerveau ne se met pas en mouvement parce qu'il n'y a pas d'objectif concret vers lequel aller. Encore une fois, le bon réflexe, c'est de remplacer, j'ai envie de dire, tous les adjectifs généreux qu'on a tendance à mettre dans ces cas-là, et d'être le plus précis possible. C'est-à-dire, dans tes emails clients, je te suggère de toujours reformuler la demande avant de répondre. Ok, là, on a tout de suite compris ce qu'il fallait faire. Encore une fois, c'est à chaque élément, je justifie et j'explique. Des fois, on peut avoir se dire, mais ça va, il n'a pas 10 ans, il va bien comprendre. Eh ben non. Moi, je dis toujours ça à mes candidats, c'est si vous ne le dites pas, ils ne peuvent pas le comprendre. Et ça, c'est valable à la fois dans une relation manager-collaborateur comme dans un entretien d'embauche. C'est si on ne dit pas les choses, l'autre ne peut pas le comprendre parce que l'autre ne l'entend pas. Donc, il faut vraiment que les choses soient dites pour être sûr que tout le monde le comprenne de la même manière. Donc ça, c'est vraiment important. Si on prend le A pour autonomie, encore une fois, imaginons vous donnez un feedback à votre collaborateur sur justement sa façon de peut-être gérer les priorités au quotidien. Et là, vous allez lui dire, OK, mon coco, à partir de lundi, tu organiseras ta semaine avec cette méthode qu'on vient de voir ensemble et tu me feras un point chaque vendredi et tu utiliseras cet outil de planification. OK. Lui, il dit OK, mais 2 semaines plus tard, il n'y a toujours rien parce qu'il n'a pas appliqué. Pourquoi? Là, on voit assez facilement. C'est pas qu'il est en train de mettre de la résistance, hein, c'est juste que, encore une fois, le cerveau, on nous impose une solution. On nous a pas consulté. Et donc, j'avais mon mot à dire. Ouais, peut-être que sa solution est bonne, mais j'aurais aimé pouvoir la trouver moi-même, la solution. Et donc, inconsciemment, le cerveau va rejeter
cette solution parce que pour lui, c'est une contrainte qui vient de l'extérieur, ce n'est pas un choix qu'il a fait de lui-même en son âme et conscience. Donc encore une fois, même si la solution est bonne, il va la rejeter automatiquement. Donc la prochaine fois, quand on est avec le collègue, ça va être, tu vois, ce qu'on pourrait faire mieux justement pour gérer un peu tes priorités. Toi, comment tu verrais les choses de ton côté? Hop, je l'inclus dans l'échange. Et à ce moment-là, il me dit, là, j'ai telle problématique là, j'ai telle problématique là, ok, très bien, et qu'est-ce que tu penses de cette idée? Et en fait, on amorce au fur et à mesure les solutions, on ne lui amène pas sur un plateau, mais un peu comme si on lui demandait de faire des Legos et qu'on lui amène brique par brique et que lui est en train de reconstruire. Et si jamais il y a une partie qui ne reconstruit pas bien, il me dit, tiens, et si on associait ça et ça ensemble, ça donnerait quoi? Et en fait, c'est la personne toujours qui le fait. Et encore une fois, l'idée, c'est d'arriver à la même solution. On va trouver l'outil magique qui va aider la personne à gérer ses priorités, mais ce n'est pas vous qui lui avez imposé. La solution vient d'elle-même, parce qu'elle-même va dire, ah oui, c'est une bonne idée, ah oui, ça j'aime bien, ah oui, ça je peux faire, ah oui, ça va être facile. Et dans ces cas-là, si c'est elle qui l'a choisi, elle va pouvoir l'appliquer beaucoup plus facilement. En coaching, on dit souvent, on ne peut pas aider une personne qui n'a pas envie d'être aidée. Vous pouvez lui proposer plein de solutions. Si la personne n'a pas envie de se mettre en marche, s'il n'a pas envie d'essayer des choses, s'il n'a pas envie de changer, ça ne changera pas. Donc, encore une fois, il faut que le changement vienne d'elle-même. Et ça, c'est des choses que vous avez certainement déjà entendues. Dans le R pour la relation, imaginons que vous êtes un nouveau manager dans une équipe, vous venez d'arriver, vous n'avez pas encore eu forcément beaucoup d'échanges individuels avec les collaborateurs en particulier, vous avez déjà fait des réunions d'équipe, ce genre de choses. Et puis un matin, vous convoquez malgré tout une personne pour lui faire un retour correctif sur un dossier, parce qu'il y a quelque chose qu'il a oublié encore une fois, peut-être la partie financière de la dernière fois. Donc lui va vous écouter, mais encore une fois, il va se mettre sur la défensive. Pourquoi ? Parce que il va chercher à justifier, il va chercher à expliquer, il va minimiser tout ce que vous allez pouvoir lui dire. Encore une fois, c'est pas le feedback qui pose le problème, c'est la relation de confiance que vous n'avez pas eu le temps de créer. Il ne sait pas si il peut vous faire confiance, il ne sait pas si vous êtes juste envoyé par la direction pour l'embêter, parce que dans ces cas-là, on s'imagine toujours le pire. Donc, son cerveau, encore une fois, va l'interpréter comme une attaque. Vous êtes en train de l'attaquer. Il n'a pas eu de quoi vous faire confiance jusqu'à présent, donc il vous attaque. Pour lui, vous n'êtes pas légitime à lui faire ce genre de feedback. Donc, si on veut derrière faire un feedback correctif, il faut déjà créer une relation de confiance. Donc, on va d'abord faire des feedbacks positifs, mettre en avant la reconnaissance et on va commencer à tisser des liens avant de commencer à se dire, tiens, voilà les petites choses qu'on peut améliorer. Et le dernier, le côté fairness, donc le côté justice. Vous avez un collaborateur qui va recevoir un feedback. Je sais pas, imaginons qu'il a des retards répétés dans la manière de rendre ses projets. Et encore une fois, il va vous écouter, mais vous sentez qu'intérieurement, il est prêt à exploser. Pourquoi ? Vous allez entendre des choses parce que lui, après la réunion, alors que vous lui avez fait un petit feedback, il va lâcher devant tout le monde, oh, j'en ai marre, c'est toujours sur moi que ça tombe. Mathieu, la dernière fois, il a fait pareil, à lui, on lui dit jamais rien. Il y a toujours eu cette phrase qui traîne dans les couloirs, dans les bureaux, on a tous connu ça. Alors peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux, on n'est pas là pour juger si c'est vrai ou pas. Encore une fois, le sentiment d'injustice, une fois qu'il est là, vous n'allez pas le changer tout de suite. Vous n'allez pas pouvoir faire machine arrière. C'est parce que vous allez en engueuler un autre le lendemain que le premier n'aura pas toujours ce sentiment d'injustice. Donc, ce sentiment d'injustice, il a court-circuité potentiellement tout ce que vous avez pu dire d'intéressant pendant ce message. Donc là, les deux réflexes pour un peu se protéger de ce sentiment d'injustice, c'est d'appuyer toujours sur des faits. Donc, on regarde des faits qui sont datés, des faits qui sont observables. Comme ça, on ne peut pas critiquer quoi que ce soit. On n'est pas sur des impressions. Il n'y a pas de « on m'a dit que ». Non, ça ne fonctionne pas. Et le deuxième, c'est on s'assure toujours d'appliquer les mêmes exigences à toute l'équipe. Encore une fois, tout à l'heure, je parlais de cohérence. Et cette cohérence, ça veut dire qu'on traite tout le monde de la même manière. On est juste avec tout le monde de la même manière. Et ça, c'est une exigence qui est indispensable pour tout le monde,
je veux dire encore plus pour la nouvelle génération qui exige cette cohérence et qui ne supporte pas ces différences de traitement. Et ça, si vous ne le faites pas, c'est toute votre crédibilité qui va être mise en cause. Malheureusement, ça ira bien au-delà de, de, du feedback que vous êtes en train de donner. Donc moi, ce que je retiens vraiment de cette partie-là de la méthode SCAR, qui est vraiment importante et vraiment nécessaire à utiliser au quotidien, c'est en fait cette question que vous pouvez vous poser mentalement avant même de donner un feedback, surtout si c'est un feedback qui va pas être facile à donner à quelqu'un, c'est lequel de ces 5 besoins est susceptible d'être menacé. Est-ce que, avant que je dise quoi que ce soit à quelqu'un, est-ce que cette personne va se sentir menacée par un de ces éléments? Et donc ça, c'est vraiment important de se dire, OK, est-ce que je les ai en tête? Faites-vous toujours votre petite fiche mémo au besoin pour être sûr de ne pas aller face à ce genre de conflit, parce que sinon, tout l'effort que vous aurez fait de votre feedback sera passé à la trappe. Le deuxième enseignement de la neuroscience que j'aime beaucoup aussi, c'est le timing qui est toujours très important. Parce que le plus grand mythe, j'ai envie de dire, du feedback en entreprise, c'est notamment l'entretien annuel. On avait fait déjà un webinaire sur le sujet, donc je vous renvoie sur tous les replays disponibles. Moi, je dis souvent ça en formation, c'est un feedback qui est donné 6 mois après les faits. Bah, c'est un peu comme un médecin qui va vous donner les résultats de vos analyses 6 mois après la prise de sang. Ça n'a aucun sens, on est d'accord. Le contexte a changé, la personne a changé, la mémoire de travail, du coup, et a tout réorganisé. Donc, ce feedback 6 mois après, il sert à rien. Alors, encore une fois, l'entretien annuel, c'est important pour se projeter, mais dans ces cas-là, il va falloir, si on veut faire des feedbacks qui soient vraiment utiles, encore une fois, il faut qu'ils soient le plus proche possible de l'action. Donc souvent, on va dire dans les 24-48 heures, quand la personne peut encore connecter ce que vous dites à ce qu'elle a vécu, ok, on peut faire le lien, ça va être important. Donc attention au côté trop tard. Ensuite, le combo pour moi gagnant, c'est le feedback à chaud juste après l'événement, quelque chose de court, de direct, que la personne va pouvoir émotionnellement ancrer dans son souvenir. Et puis, on va faire un feedback à froid et on va laisser genre quelques jours. On a le temps comme ça de se poser, d'être beaucoup plus dans la réflexion, de prendre du recul. Si je prends un exemple, vous avez un collaborateur qui vient de faire une présentation. Donc juste après, vous pouvez lui dire, en privé toujours: «Bah, écoute, très bien, j'ai particulièrement apprécié, comment tu as géré, la question, difficile qui est venue, pendant la réunion. En revanche, la partie financière, elle était un peu dense, mais, on en parle rapidement, bientôt». OK. Ça, c'était le feedback qu'on a fait à chaud et à froid, 3 jours après, quand vous allez le revoir en individuel, bah, là, vous allez pouvoir revenir sur, les axes de progrès, sur la structure, sur se dire: «Bah, tiens, pendant ta présentation, j'ai particulièrement apprécié ça, ça et ça». On est ultra précis. Ça, c'est des éléments que tu peux réutiliser à chaque fois, le ton que tu as utilisé, la manière dont tu as abordé les sujets, le timing que tu as mis, franchement, c'était nickel. Par contre, effectivement, la partie financière, elle était très dense. Ça a duré plus de donc là, potentiellement, on a chronométré, je sais pas moi, 15-20 minutes. J'ai bien vu autour de la pièce que les gens commençaient un peu à être moins attentifs. Comment tu pourrais faire enfin, à ton avis, comment on pourrait faire la prochaine fois pour que ce soit peut-être moins dense ou peut-être positionné à un autre moment de la réunion? Qu'est-ce que tu en penses? Et comme ça, la personne, elle a eu le temps de réfléchir, elle peut venir avec ses idées et dire, bah, OK, bah, si tu veux, la prochaine fois, tu testes cette méthode. Et comme ça, on refait un point pour voir si c'est mieux ou pas. Encore une fois, c'est ce double tempo, alors vous avez vu que dans le double tempo, il y a quand même un compliment, hein, c'est important de toujours faire un petit compliment quand même. Ce que j'ai bien aimé de la réunion ou de ta présentation et la petite chose qui a amélioré, mais on se refait un point dans 2 ou 3 jours pour avoir le temps de débriefer tout ça. Et quand on refait le point 2 ou 3 jours après, là, on peut y aller beaucoup plus en détail. On est moins dans l'émotionnel parce que c'est moins frais, entre guillemets, dans la tête que quand c'est vraiment à chaud. À froid, voilà, on a eu le temps vraiment de prendre du recul. Et ça, bah, encore une fois, c'est la question qu'on peut se poser, c'est OK, et moi, les feedbacks que je fais à mes équipes, c'est en dehors des entretiens annuels, bien sûr, c'est quoi la fréquence? Est-ce que c'est
toutes les semaines, tous les mois, tous les 3 mois, de quand date un feedback positif ou correctif que vous avez pu faire dans vos équipes? Encore une fois, ça peut être intéressant de se poser la question pour se dire: «Bah oui, effectivement, il y a des éléments qui sont importants». Bon, maintenant qu'on a un peu posé le débat et qu'on voit comment le cerveau fonctionne, les 3 types de feedback que je trouve très intéressants, que vous allez pouvoir utiliser, que vous allez utiliser dans plein de situations et vous allez pouvoir voir qu'en fonction de la situation, vous allez pouvoir utiliser un feedback plutôt qu'un autre. Alors il y a plein de types de feedback. J'en ai récupéré 3 qui, pour moi, sont les plus globaux, et ceux que la plupart des managers peuvent utiliser. Même si la plupart, vous allez utiliser surtout le feedback correctif, mais c'est important de savoir qu'il y a aussi les autres, et que c'est aussi important. Donc le feedback positif, d'abord, parce qu'on aime bien ce qui est positif. C'est pas une question de faire plaisir aux équipes, encore une fois, mais on veut ancrer un comportement qui est réussi chez quelqu'un. Je sais pas moi, un collaborateur qui gère un client difficile et il a su garder son sang-froid, et ben, il faut lui dire tout simplement, pas juste: «Bah, c'était bien». Encore une fois, c'est on dit les choses, on va expliquer le pourquoi c'était bien. «Ah bah, tu as maintenant, j'ai vu que la dernière fois que tu as vu le client, tu as su maintenir ton calme, alors que le ton était en train de monter, tu as reformulé les besoins du client, tu t'es pas laissé emporter». C'est vraiment ça qui permet de préserver la relation. Bravo, félicitations. La personne sait exactement le pourquoi vous l'avez félicité. C'est pas juste: «Ah bah, c'était bien». Non, ça c'est pas suffisant. Elle sait exactement quoi reproduire la prochaine fois. Elle sait ce qu'il faut faire et vous allez voir qu'en fait, quand on explique les choses aux enfants, c'est exactement la même chose. On leur explique le pourquoi. Et ben, quand on est adulte, on a droit aussi à ce pourquoi qui est aussi important. Le feedback correctif que tout le monde connaît aussi, et souvent l'erreur, c'est qu'on attend pour faire un feedback correctif que le problème soit énormissime, soit sérieux, au point de se dire: «Non mais là j'ai pas le choix, il faut que j'en parle». Alors qu'en fait, on aurait certainement pu déjà en parler un petit peu avant. Donc comme on est sur une situation qui est problématique, bah, la conversation peut être assez difficile. La personne va peut-être se sentir un peu blessée, et elle va souvent être dans une réaction défensive. Pourquoi? Beh, parce qu'avant vous ne lui aviez pas dit. Vous avez attendu que ça se reproduise je ne sais pas combien de fois avant de lui dire: «Non mais là stop, c'est la 10e fois que tu fais ça, ça c'est pas cool, ça me saoule». Ouais, mais là, alors déjà on n'est pas sur un feedback, il est pas du tout correctif et encore moins positif, enfin il y a rien qui va. Mais, encore une fois, c'est l'idée de se dire, c'est: «Je dois pas attendre qu'il soit trop tard pour faire un feedback correctif». C'est rapidement derrière. Donc plus on va corriger tôt, plus on va être précis dans ce que l'on va corriger, plus on va le faire avec bienveillance et entre moi j'ai envie de dire avec bon sens, et ben, on va voir forcément, la personne qui va changer son comportement. Je vous montrerai après avec des exemples, de la méthode. Et puis après, on a le feed forward, c'est celui qui est très peu utilisé. L'idée, elle est très simple, au lieu de se focaliser sur ce qui n'a pas marché, on va se projeter dans ce qui peut être différent et c'est ça que j'aime énormément, et qui fait la différence avec le feedback correctif. C'est qu'en fait, dans le feedback qui est le feed forward, on va, inviter la personne à se projeter avec nous. La prochaine fois que tu présentes à un client, on est dans de la projection. Voici ce que je te suggère d'essayer. Qu'est-ce que tu en penses? On est à la fois sur du correctif, mais on est sur de la projection. C'est pas: «Non, mais ça va pas, il faut améliorer ça, ça et ça». Oui, mais je l'aide à comprendre le pourquoi et je l'aide déjà à se projeter sur le comment je vais le faire la prochaine fois. Ça, c'est vraiment important. Le positif, on est là pour ancrer un comportement qui est bon et on veut que la personne s'en souvienne. Le correctif, on demande à la personne d'ajuster et on le fait rapidement, on n'attend pas 6 mois pour faire du correctif. Et le feed forward, on aide la personne à se projeter, genre la prochaine fois, regarde. Alors, on peut le faire le feed forward avec l'associer avec du positif comme avec du correctif, hein. C'est-à-dire que je peux ancrer la personne dans son comportement positif et l'inviter à se projeter aussi sur bah, regarde, si tu continues à le faire, voilà ce qui peut arriver. Donc, on se projette. Et pareil avec du projectif pour améliorer quelque chose, on va l'aider à le voir comme étant quelque chose de positif parce on va l'aider à, oui, à se projeter dans une situation qui va être bénéfique et beaucoup plus agréable pour lui aussi.
Donc le bon feedback au bon moment, c'est ça aussi qui va être essentiel. Pour ça, je vous ai mis tout un petit tableau. Si jamais vous avez besoin, je peux aussi, transférer par la suite les slides à Alix, si vous souhaitez, avoir tous les petits tableaux en un, sinon vous pouvez prendre en photo, faire des impressions écran, tout est possible. C'est un tableau qui va vous permettre d'avoir vraiment toutes les références pratiques que vous allez pouvoir garder sous la main. L'idée, c'est qu'à chaque situation managériale, il y a forcément un type de feedback et un timing qui va être le plus optimal possible. La ligne qui est pour moi la plus importante, c'est celle notamment de l'entretien annuel. Pourquoi? Parce que, souvent quand on vit un entretien annuel, on a souvent un manager qui va nous sortir quelque chose qui s'est passé il y a 8 mois. Et quand on nous balance en pleine face, à ce moment-là, quelque chose qui s'est passé il y a 8 mois, bah, ça peut être totalement inutile. Ça peut être aussi douloureux de revivre ce moment, qu'on a trouvé gênant ou compliqué et on ne comprend pas pourquoi notre manager a attendu 8 mois pour nous faire un feedback. Et c'est quelque chose qui peut être évité. Encore une fois, si on fait du feedback tout au long de l'année, bah, ce moment-là ne sera plus douloureux. L'entretien annuel va devenir à ce moment-là plutôt une conversation de bilan et de perspective. Je mets toujours le lien avec la perspective qui est important. On n'est pas sur une session de rattrapage quand on est sur un entretien annuel. C'est pas, bah non, là c'était pas bon, là c'était pas bon, là c'était pas bon. Donc la prochaine fois, on va du coup pas d'augmentation de salaire. Et du coup l'année prochaine, bah, il faut que tu t'améliores sur tes projets. Bon, c'est pas ouf. Tandis que si on avait fait des feedbacks beaucoup plus réguliers, et ben là, dans ces cas-là, c'est bah écoute, voilà le bilan de l'année. Donc, il y avait ça, mais on a vu ensemble que tu as pu t'améliorer là-dessus. Il y avait telle chose, là, mais j'ai vu que tu avais fait des efforts là-dessus. On est vraiment sûr, on pose le bilan. Et on est sur de la projection, en disant bah, ok, bah, par rapport à ça, moi j'ai vu tes axes de progrès sur 3 mois, 6 mois, 9 mois, peu importe. Il y a encore un ou deux petites choses sur lesquelles j'aimerais qu'on discute pour que tu puisses t'améliorer. Qu'est-ce que tu en penses? Quelle est ta vision des choses? Et c'est des entretiens qui vont être beaucoup plus vrais et beaucoup plus naturels aussi. Ils sont tous importants, encore une fois. Vous voyez, les fin de projet, on a les 3 types qui vont avoir lieu. On a le feedback qu'on va donner aussi de manière régulière, que ce soit chaque semaine. J'aime bien aussi, ce sont les kudos. Peut-être que certains en ont entendu parler. Les kudos, c'est le fait de finir toujours une réunion sur un remerciement. On va remercier quelqu'un, dire ah bah tiens, merci Marie de m'avoir aidé sur tel projet, merci Pierre de m'avoir préparé les données financières sur tel truc, merci Arthur pour telle chose. Encore une fois, il n'y a pas besoin de mettre des choses ultra importantes, mais juste d'avoir des points, ça va faire du bien aussi pour la confiance en soi de chacun de vos collaborateurs. Et on est sur des réunions où on termine forcément sur quelque chose de positif parce qu'on est en train de remercier les uns les autres. Et chacun peut remercier une personne pour quelque chose qu'elle a fait pendant la semaine. Et c'est ce qui permet de terminer une réunion de manière, bah, j'ai envie de dire, beaucoup plus saine et de booster la confiance et la reconnaissance au sein des équipes. Donc ça, c'est des petites choses qui sont aussi pour moi très, très importantes. 3 méthodes pratiques que vous allez pouvoir copier-coller, encore une fois avec des formulations prêtes à l'emploi que vous allez pouvoir utiliser très facilement. La première, c'est la méthode AID. Et non pas AIDA, c'est encore autre chose. AID, c'est action, impact, développement. Alors, c'est la méthode que je recommande parce qu'elle est utilisable quelle que soit la situation. Celle-là, vous pouvez l'utiliser à chaque fois. Alors, le A comme action, c'est quoi? Bah, là, l'objectif, c'est de décrire ce que vous avez observé d'une situation. On est le plus factuel possible. On n'est pas là pour interpréter, on n'est pas là pour juger. Donc, c'est pas tu gères mal les clients, non. C'est plutôt lors de la réunion de mardi, on est précis, tu as présenté les résultats sans mentionner les mesures correctives. Ok, on a exactement qu'est-ce qui ne va pas. Et là, on va pouvoir amener un comportement précis, un moment précis, qu'est-ce qui s'est passé. Donc ça, on a vraiment l'action, c'est la base. Qu'est-ce qu'on a observé? Le I, c'est l'impact. On va expliquer les conséquences, quelque chose de concret. C'est pas ah, ça va pas. Non, ça va pas, c'est pas bon non plus. C'est plutôt le client a exprimé des doutes sur notre capacité à redresser la situation. Ok, ça c'est l'impact. Quand la personne va comprendre justement l'impact réel de son comportement, elle peut se dire bah tiens, il faut que je change ce comportement parce que je comprends l'impact que ça va avoir. Si je n'explique pas l'impact, si je n'explique pas
ce qui va se produire à un moment donné, ce qui peut se produire à un moment donné, et bien effectivement, l'autre ne comprend pas. Le D, pour développement, là encore une fois, on va s'ouvrir sur l'avenir. On n'est pas sur une liste de reproches qu'on va faire à la personne, on va lui faire des suggestions. Qu'est-ce que la personne peut améliorer? On va lui partager des pistes de réflexion aussi. Donc qu'est-ce que tu pourrais faire différemment la prochaine fois? On ouvre la discussion. Pourquoi c'est important? Parce qu'encore une fois, si je viens avec la réponse sur un plateau, elle veut pas de la réponse sur le plateau, elle veut trouver la réponse par elle-même avec ses briques de Lego. Donc voilà ce que j'ai constaté, voilà l'impact, voilà ce que le client nous menace de faire ou de dire, et voilà ce qui risque d'arriver plus tard. Bah, d'après toi, qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment la prochaine fois ou pour essayer de rattraper le coup? Vous pouvez dire: «J'ai pensé à plusieurs choses, mais je veux d'abord en discuter avec toi». Encore une fois, c'est pour permettre à la personne de prendre la décision et d'avoir tous les éléments importants. Hem, Cette méthode AID, elle fonctionne autant pour du feedback positif que correctif, ça fonctionne pour tout. Un feedback positif dans ces cas-là, c'est, lors de ta présentation, tu as maintenu ton calme quand le client est devenu un peu agressif, c'est factuel. L'impact, ça a détendu tout le monde, l'atmosphère était beaucoup plus zen et pour le coup, tu as vraiment réussi à préserver la relation commerciale, c'est l'impact. L'impact de cette action, de ce comportement a fait que la situation s'est étendue. Développement, c'est grâce à ce comportement, on a réussi à sauver le client. D'ailleurs, j'aimerais que tu partages ta technique ou ta méthode avec le reste de l'équipe. Peut-être qu'on pourrait faire ça lors d'une prochaine réunion ou d'un prochain brief pour que tu nous expliques comment tu as fait et qu'est-ce que les autres peuvent apprendre de ce comportement. On lui montre que ce qu'il a fait a un impact positif sur lui, mais que c'est quelque chose qu'il peut apprendre aussi aux autres. Donc ça, c'est encore une fois quelque chose que vous pouvez faire assez facilement. C'est une petite méthode. Peut-être que certains avaient déjà l'habitude d'utiliser cette méthode assez naturellement, hein, d'ailleurs. C'est possible. Et une autre méthode qui existe, c'est la méthode OSBD. Je ne sais pas si certains la connaissent ici. OSBD, c'est très proche, et d'ailleurs c'est issu pour moi de la communication non violente, et qui est utile dans beaucoup de situations. Hem, Imaginons, et surtout quand vous avez une situation qui est très tendue, et bien, là, dans ces cas-là, d'arriver à exprimer quelque chose sans que la personne ait l'impression de se faire attaquer, c'est souvent très compliqué et donc arriver à donner un feedback dans ces contextes-là, on a souvent un peu l'impression de marcher sur les œufs. Donc la méthode OSBD, encore une fois, qui est vraiment comme la la communication non violente, je ne trouvais plus mes mots, est très intéressante. La différence qu'elle a, un petit peu avec la méthode AID, c'est qu'en fait, vous allez exprimer votre ressenti. On va parler avec la méthode OSBD, on va utiliser le mot «je». J'ai eu l'impression que. C'est pas tu as fait mal, non, c'est j'ai, moi, je. Et on a vraiment ce glissement de ce pronom qui change tout dans la réception du message. Typiquement, si on est sur la version AID, j'ai constaté quelque chose, lors de la réunion, tu as fait ou tu as agi de telle manière, c'est je constate. Tandis que dans la méthode OSBD, c'est j'ai eu l'impression pendant la réunion. C'est vous qui exprimez vos émotions, le ressenti que vous en avez eu. Là, si on regarde concrètement, imaginons que vous avez un collaborateur qui parle de manière un peu trop technique face à un client. Et bien là, ça va être avec la méthode OSBD, c'est plutôt que de dire tu perds les clients avec ton jargon, cette phrase qui ne va pas du tout, parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire perdre un client et on ne sait pas ce que ça veut dire parler avec du jargon. On va plutôt dire lors de la réunion, j'ai remarqué des termes très techniques, c'est le O, observation, j'ai remarqué. J'avais l'impression que le client n'était pas totalement avec nous, c'est le S, le sentiment que ça a provoqué. Chez vous, bien sûr, toujours. J'ai besoin qu'on soit clair pour tous les interlocuteurs, ça c'est le B, quel est le besoin que vous exprimez par rapport à cette situation. Est-ce qu'on peut convenir d'un langage plus accessible pour la prochaine fois? Ça c'est le D, c'est qu'est-ce que vous attendez de cette personne? Vous voyez, on retrouve énormément le schéma de la méthode OSBD et la méthode de la CNV, de la communication non violente. Dans ces cas-là, puisque c'est vous qui êtes en train d'exprimer vos émotions, votre ressenti, votre demande, la personne ne peut pas se sentir en face totalement attaquée. Elle est invitée à réfléchir et à discuter avec elle et à exprimer elle aussi ses émotions.
et c'est quelque chose qui est quand même très efficace. Donc AID, on va plutôt l'utiliser quand on est sur des situations très factuelles où vous êtes dans une relation, j'ai envie de dire neutre à bonne avec les personnes, et donc vous voulez faire un feedback en direct. Donc là, la méthode AID, elle fonctionne très bien. La méthode OSBD, on est plutôt si on doit échanger avec une personne et que la situation est assez délicate, la relation est un peu fragile, un peu tendue. Et dans ces cas-là, c'est soit je fais un feedback à quelqu'un, je sais pas, à un manager ou à un autre collaborateur qui est on va dire, à un pair. Dans ces cas-là, pour essayer d'éviter que les gens se tendent nerveusement, dans ces cas-là, la version OSBD peut être très utile. Deux outils que je vais vous partager qui peuvent vous aider avec ça et que vous pouvez utiliser, j'ai envie de dire, dès la semaine prochaine. On est quel jour? Je ne sais même plus quelle journée, on est mardi. Bah, vous pouvez l'utiliser dès cette semaine, en fait. Et c'est quelque chose de très simple, de très efficace. Le premier, c'est la méthode Start, Stop, Continue. C'est un outil qui, en fait, qui vient pour ceux qui travaillent en mode agile ou qui travaillent en management de projet. C'est quelque chose que vous devez certainement connaître et qui est très efficace. Pourquoi? Parce que la prochaine fois que vous travaillez sur un projet avec vos équipes et que vous faites un bilan avec eux, bah, l'idée, c'est de se poser ces 3 questions. Qu'est-ce qu'on devrait commencer à faire? Qu'est-ce qu'on devrait arrêter de faire? Et qu'est-ce qu'on devrait continuer à faire? Et en fait, en 15 minutes, vous avez un feedback qui est collectif, qui va être à la fois riche, structuré, et personne va se sentir ciblé, en fait, quand vous allez dire quelque chose, qu'on parle du projet. Encore une fois, on va faire avancer quelque chose, on va essayer d'avancer avec du feedback sans cibler des personnes. Et c'est ça aussi qui est important, de se dire, bah, OK, ça, je sais qu'on peut améliorer, ça, on peut le mettre de côté, ça, au contraire, faut continuer, ça, on le laisse, on arrête. Et c'est beaucoup plus efficace et comme ça, personne ne se sent vraiment concerné. Le second outil, c'est les 3 questions quand vous allez faire des rendez-vous individuels tous les mois avec vos équipes ou avec une individuelle, c'est avec la personne. C'est quelque chose, encore une fois, qui est très simple à utiliser. C'est 3 questions, 30 minutes max. Une fois par mois, encore une fois. C'est si vous voulez que la relation avec vos équipes fonctionne et perdure, et que vous voulez instaurer aussi ce climat de confiance qui est important si jamais demain vous avez des feedbacks correctifs à faire. Encore une fois, c'est important que les personnes trouvent dans votre communication de la clarté et de la cohérence. Et donc d'avoir ces petits rituels, ça peut vraiment fonctionner. Donc la première question, c'est qu'est-ce qui a bien fonctionné ce mois-ci? Pourquoi? Parce qu'on commence toujours par les réussites. C'est intentionnel. L'objectif, c'est d'ouvrir la discussion, c'est de rassurer la personne. On veut créer ce climat de confiance, on le recherche, ce climat de confiance. Donc, OK, qu'est-ce qui a vraiment bien fonctionné? Deuxième question, c'est qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Là, la formulation, elle est importante, c'est pas qu'est-ce qui n'a pas marché, mais qu'est-ce qui pourrait être amélioré. C'est beaucoup plus ouvert et c'est beaucoup moins accusateur, encore une fois. Sinon, on a beaucoup trop tendance à mettre le doigt sur quelque chose, alors qu'on veut simplement ouvrir un échange. Et le troisième, de quoi as-tu besoin pour progresser? Et j'adore cette phrase, je suis juste tellement fan de cette phrase. Et elle est très souvent sous-estimée dans les feedbacks et dans les échanges. On est sur comment je peux responsabiliser mon collaborateur. Parce que je le vois bien trop souvent en entreprise, on met une pression, sur les managers, on leur impose énormément de choses et souvent je leur dis: «Mais, comment vous responsabilisez vos collaborateurs sur certains sujets?» parce que le manager ou l'entreprise ne peut pas tout et donc il faut aussi apprendre à responsabiliser les uns et les autres et donc cette phrase, elle vous dit exactement, heu, où vous avez la possibilité d'intervenir en tant que manager. Est-ce que, de quoi as-tu besoin pour progresser? Est-ce que tu as besoin de formation? Est-ce que tu as besoin de soutien? Est-ce que tu as besoin de ressources? Est-ce que tu as besoin qu'on clarifie certaines choses sur tes missions? Mais c'est à l'autre de vous donner les éléments. Ce qui fait qu'à chaque fois, quand vous allez prendre ces 3 questions, vous pouvez même les envoyer à vos équipes avant la prochaine réunion individuelle que vous allez faire avec eux et vous leur demandez de venir déjà avec les réponses préparées. Et vous allez voir que l'échange va être en plus beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide et beaucoup plus riche. Et donc, mais ça peut être le petit rituel à chaque fois qu'on fait un point avec les équipes ou un point individuellement, c'est voilà, qu'est-ce qui a bien fonctionné?
qu'est-ce qui peut être amélioré et de quoi tu as besoin pour progresser. Hem, il y avait cette phrase, moi je la tiens de d'une série, j'ai oublié le nom, c'est pas grave. C'est dans les hôpitaux et où à chaque fois le directeur de l'hôpital, New Amsterdam, ça y est, ça me revient, New Amsterdam, où le directeur de l'hôpital, à chaque fois qu'il voit un médecin, une infirmière ou un infirmier et à chaque fois que quelqu'un vient avec des problèmes, il leur dit toujours: comment je peux t'aider?» Et c'est exactement cette même phrase, c'est: «Comment est-ce que je peux t'aider?» C'est de quoi tu as besoin. Et ça oblige les gens, encore une fois, à réfléchir, par eux-mêmes pour amener une part de la solution et ne pas attendre la solution chez les autres. Ensuite, adapter son feedback à chaque profil parce que oui, c'est bien beau d'avoir des méthodes. Maintenant, en fonction des interlocuteurs que l'on va avoir en face de soi, qu'on ait un stagiaire, une personne de 45 ans, un autre de 55 ans, et ben, il y a peut-être des petites choses qu'il faut un petit peu adapter. Encore une fois, l'idée, c'est de vous montrer que la même méthode peut être utilisée pour tout le monde en adaptant un petit peu, certaines choses à certaines personnes. On a aujourd'hui la chance, parce que pour moi c'est une opportunité, d'avoir 4 générations qui travaillent ensemble et donc c'est important quand on est manager et ben, de se dire, bah, qu'on est face à une diversité dans ses équipes et que, bah, chacune a des besoins et des objectifs totalement différents. Donc votre équipe, c'est pas un groupe homogène et c'est OK, encore une fois, en fonction des âges et de la culture et de plein d'autres choses. Mais par contre, les méthodes qu'on a vues, vous allez voir qu'elles peuvent s'utiliser, mais pas avec le même langage. Donc c'est ça aussi qui peut être intéressant. Imaginons, vous avez un stagiaire. Alors il y a peut-être des choses que j'ai un peu stéréotypées, hein, mais c'est juste pour passer du message. Ce qui peut freiner un stagiaire, c'est peut-être la peur de décevoir, la peur de pas bien faire les choses, de mal faire. Et donc, on est sur des jeunes qui ont besoin d'être guidés, c'est pour ça que ça s'appelle des stagiaires, ils sont là pour apprendre. Donc ils ont besoin effectivement qu'on leur dise exactement ce que l'on attend d'eux. Donc là, le feedback pour un stagiaire ou un alternant, c'est quelque chose qui doit être très fréquent. Il doit être aussi encourageant, il doit être ancré avec des exemples les plus concrets possibles. Tu as très bien géré cet email client, ce que j'apprécie particulièrement, tu as reformulé sa demande avant de répondre, continue comme ça. OK, on va ancrer un élément positif, je lui ai expliqué noir sur blanc ce que j'avais apprécié dans ce qu'il a fait et encore une fois, on est sur une génération qui recherche de la communication, qui a besoin qu'on communique avec eux, qui a besoin qu'on les rassure, mais ils veulent de la clarté et de la cohérence. Et donc là, à chaque fois qu'ils font quelque chose de bien ou de moins bien, vous savez agir et vous allez arriver à expliquer les choses le plus concrètement possible. Si on a un junior en face de soi, le junior, ce qu'il veut, c'est il veut progresser, hein, et il a besoin de sens et de reconnaissance. Alors, le besoin de sens et de reconnaissance, on l'a même sur d'autres générations, mais c'est quelque chose qui va être très ancré aussi sur, entre guillemets, «les nouveaux venus sur le marché». Si vous leur donnez pas et là, c'est vraiment le feed forward, dont il a besoin, donc c'est à la fois: «Je veux avoir un retour, mais je veux pouvoir me projeter» et donc la projection va être ultra importante. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de régulier en disant: «Bah, voilà, j'ai bien aimé ton travail pour telle et telle raison, tu peux continuer comme ça et voilà où tu peux aller, voilà ce que tu peux devenir, voilà ce que tu pourrais faire si tu continuais dans cette» voilà. Encore une fois, c'est si vous lui donnez pas des perspectives d'évolution, si vous l'aidez pas à se projeter, bah, les perspectives, pardon, il va aller les chercher ailleurs. Je rappelle un chiffre qui est important. Aujourd'hui, 42 des jeunes diplômés quittent leur job au bout de 2 ans. 42 quittent leur job au bout de 2 ans. Donc si on veut pas qu'ils partent, faut les aider à se projeter et ça, c'est vraiment important. Alors, c'est valable pour toutes les générations, hein, bien sûr. Si on a un profil plutôt senior, j'ai mis 45-55, j'aurais pu mettre 45-65, j'avoue que j'ai pas été généreuse sur ce coup-là. Hem, c'est souvent des collaborateurs qu'on sous-estime. Je vois beaucoup en entreprise des managers qui me disent: «Non mais c'est bon, il a pas besoin de feedback». Si, il a besoin de feedback, comme tout le monde, mais il a besoin de feedback qui respecte son expérience. Parce que, bah,
Quand on a 55 ans, c'est déjà mangé, plus de 30 ans, dans l'entreprise, donc on n'a pas envie d'être humilié en public. Repenser à la partie SCAF, on ne veut pas être humilié en public. Donc quand on va lui faire un feedback, on est sur un feedback en privé. Mais par contre, on est le plus factuel possible. On ne joue pas sur les émotions avec ce genre de profil. Donc on ne remet pas en cause toute son expertise, on va viser un comportement précis. Le besoin de statut, de légitimité est quelque chose de très important et de très fort pour cette population. Donc on a besoin, d'un feedback qui ne menace pas mon statut, parce que sinon, encore une fois, ça va être rejeté automatiquement. Même si c'est juste, on s'en fiche. Donc la forme doit protéger vraiment ce besoin. Donc là-dessus, on est sur du one to one et on est sur quelque chose de très factuel. Limite la version OBSD, donc la version CNV, c'est la meilleure pour vraiment arriver à faire passer un message. Si vous devez travailler avec un freelance, c'est des relations qui sont des fois un peu plus, distendues, j'ai envie de dire. Le contexte est un peu plus limité parce que, bah, c'est pas des gens qu'on côtoie tous les jours. Mais là, encore une fois, en plus, il y a une question de contrat, donc le feedback doit être le plus clair possible, toujours écrit. Avec un freelance, on fait pas de feedback à l'oral, on fait toujours des feedbacks écrits sur ce qui est attendu, sur ce que la personne doit rendre. Donc il y a, je sais pas moi, la section 2 du rapport, manque telle et telle donnée chiffrée, pouvez-vous l'enrichir avant telle date? Là, on est sur la méthode AID avec un freelance. Encore une fois, c'est, on veut voir l'impact et on veut le développement, qu'est-ce qu'on attend derrière? Donc c'est vraiment le plus clair possible. Même si on s'entend bien, même si c'est un freelance avec lequel on bosse depuis des années, quoi que ça, il faut toujours qu'il y ait un côté très règle, c'est ultra important. Si on doit faire un feedback à un collègue, c'est pas forcément le feedback le plus facile à donner parce que, on n'a pas envie de froisser un collègue, mais des fois c'est important. Donc là, forcément, c'est la méthode OSBD, donc méthode CNV qui va être utilisée, ou on a la méthode start, stop et continue, toujours avec la formulation du jeu, hein, d'où l'OSBD. Et on peut aussi lui dire, bah, tiens, est-ce que je peux te partager une observation? J'ai remarqué quelque chose, j'aurais bien aimé t'en parler. Est-ce que c'est OK pour toi? Parce qu'on marche quand même un peu sur des œufs, donc on y va doucement, mais on fait en sorte de demander entre guillemets la permission pour aborder ce sujet avec ce collègue qui de base nous avait rien demandé. Et puis si on doit faire un retour à son supérieur, donc le feedback ascendant, c'est un feedback courageux, clairement pas évident non plus, qui peut être aussi très utile. Moi, je trouve que c'est des feedbacks qui sont utiles et qu'on ne fait pas assez souvent, encore une fois. Mais c'est pareil, c'est des feedbacks qui doivent être en privé. Et par contre, c'est des feedbacks qui sont toujours tournés vers la solution. C'est-à-dire que quand vous allez venir voir la personne en disant voilà, j'ai quelque chose que j'aimerais partager avec toi, est-ce que c'est le bon moment? Voilà ce que j'ai constaté. Donc là, on va utiliser beaucoup la version OSBD, hein, donc CNV. Voilà ce que j'ai constaté, voilà ce que j'attends, blablabla. Voilà les questions que ça soulève chez moi et voilà les idées que j'ai eues. Qu'est-ce que tu en penses? Encore une fois, on ouvre la discussion. Il faut absolument que la personne soit maître de la décision finale. On parle au chef. Et puis, c'est valable pour beaucoup de personnes. Mais encore une fois, c'est vraiment important qu'il arrive à s'approprier les solutions que vous allez proposer et pas qu'il ait l'impression que vous lui imposez quelque chose. Ça, sinon, vous allez le braquer et là, vous dites au revoir à votre promotion. C'est évident. Voilà un petit peu les éléments qui est vraiment important de prendre en considération en fonction des générations et en fonction du contexte, en tout cas, que vous pouvez avoir avec les personnes. Si vous voulez que ça devienne maintenant une habitude, une routine, au sein de vos équipes et pas juste un effort régulier, il y a 3 petits leviers que vous pouvez utiliser. Le levier numéro 1, c'est les rituels. Encore une fois, quand les feedbacks sont trop spontanés, et qu'on les fait de manière aléatoire et ben, ça reste spontané. C'est un peu dommage. Donc il faut que ça devienne une habitude. Moi, la chose, c'est, le feedback, ça ne doit pas prendre des heures. C'est, 2 minutes en fin de réunion, on fait un petit tour de table rapide. Qu'est-ce qui a été utile et qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment la prochaine fois? On peut prendre 15 minutes en individuel avec une personne. On a les 3 questions qu'on avait vues tout à l'heure que vous pouvez leur envoyer au préalable. Une personne qui vous remet un dossier, OK, on prend 5 minutes après un livrable. Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on change? Encore une fois, on a les trois outils. Ça va devenir des rituels où automatiquement, on se met ça en ordre de marche et en action pour vraiment pouvoir utiliser ces petites choses. Le deuxième levier, c'est l'exemplarité. Encore une fois, c'est pas forcément toujours le plus facile,
Mais si vous ne demandez jamais de feedback sur vous-même, bah, en fait, les gens vous en feront jamais. Ils vont pas le faire spontanément, vous faire un retour. Donc, encore une fois, il faut aussi que vous preniez le temps d'exprimer de la reconnaissance en public, heu, assez alors, spontanément, mais de manière travaillée pour vous, pour que, dans l'autre sens, et bien, ça devienne aussi une norme pour votre équipe. Donc c'est vraiment important de se dire, bah, hem, si vous ouvrez une réunion avec, «Avant de commencer, je veux remercier Thomas pour son engagement sur le dossier de la semaine dernière», et ben, les autres vont apprendre à faire exactement la même chose. Et vous allez en fait amener des rituels parce que vous allez prendre l'habitude de féliciter quelqu'un, de remercier l'équipe pour telle action. Et donc, les gens vont être beaucoup plus à l'aise à vous faire aussi des retours. Et donc, c'est aussi important de se dire, bah, OK, ce que moi je fais, je vous autorise à me le faire aussi. Et ça, il faut aussi apprendre à l'avoir dans l'autre sens, parce que c'est pas toujours évident. Et puis, bah, outiller, quand on veut se lancer dans la culture du feedback, et ben, très souvent, on a plein de choses, mais on ne partage pas les outils qu'on va utiliser. On ne partage pas ce qui est attendu. Moi, j'ai envie de dire, c'est important de former tout le monde, pas juste de former les managers au côté feedback. Vous pouvez même co-construire une charte avec vos équipes. Et donc, encore une fois, c'est dire, bah, tiens, on va travailler ensemble, je vous propose une réunion parce que je voudrais qu'on améliore notre manière de faire des feedbacks euh, les uns envers les autres, pour qu'on puisse davantage travailler en bonne harmonie ensemble. Parce que c'est important de se dire les choses. Encore une fois, c'est expliquer les choses aux gens, les expliquer de manière collégiale et de manière individuelle. Et après, se dire qu'est-ce que vous aimeriez avoir dans une charte de feedback, par exemple. Et chacun va amener sa petite brique et on va la construire ensemble. Encore une fois, c'est de montrer que vous faites confiance à vos équipes, qu'ils peuvent avoir confiance en vous aussi, et que c'est quelque chose que l'on construit ensemble pour le bien de tout le monde. Et donc ça aussi, c'est important. Exemple de charte du feedback que vous pouvez mettre en place avec vos équipes, encore une fois. C'est quelque chose de constructif, spécifique et factuel. Il n'y a pas d'expliquer, c'est pas tu es désorganisé, non, c'est lors du projet X, le livrable avait 3 jours de retard sans prévenir, qu'est-ce qui s'est passé? On a besoin de comprendre. Ça, c'est quelque chose de constructif. Proche de l'action. Là, on l'a vu avec les neurosciences, c'est que le timing joue sur l'impact. Donc, encore une fois, c'est dire, on fait un feedback à chaud, genre dans la journée, et on fait un feedback à froid dans les 5 jours après l'événement, entre 3 et 5 jours après l'événement. Du coup, c'est acté dans la charte. Quelque chose d'équilibré. Un manager qui ne donne que du feedback correctif, encore une fois, on est dans un climat de peur dans un service. Donc, il faut aussi souligner ce qui marche. C'est essentiel. Le feedback positif, j'ai envie de dire, il faut en abuser le plus possible. La réciprocité, pour moi, c'est aussi quelque chose d'essentiel. C'est un manager qui doit accepter le feedback de son équipe. Ça montre qu'il est OK avec la démarche et qu'il est en accord avec ce qui a été décidé avec l'équipe. C'est un acte de courage. On parle souvent du courage managérial. C'est aussi un acte de confiance qu'il fait envers son équipe. Et donc, si le manager montre qu'il peut avoir confiance dans son équipe, eh bien, son équipe va lui renvoyer aussi cette confiance. Donc, ça marche dans les deux sens à chaque fois. Et dans un cadre de confiance, on rappelle que les feedbacks, si ça doit être correctif, ça ne se fait jamais en public. On le fait toujours dans un espace où la personne peut entendre sans avoir cherché à se défendre, parce qu'elle va se sentir piégée ou vulnérable à ce moment-là. On est vraiment à chaque fois ça se fait toujours dans un bureau ou dans une salle réunion privatisée, peu importe. Donc, amusez-vous à organiser, si vous pouvez, une réunion, ça peut durer 45 minutes avec ce sujet. C'est comment on peut co-construire ensemble notre charte de feedback. Vous repartagez quelques règles écrites que chacun va signer. Encore une fois, il y a l'engagement, mine de rien, que chacun fait en s'accaparant cette charte, et que c'est quelque chose qu'ils ont construit ensemble. Et pour moi, le vrai signe d'une culture du feedback qui fonctionne, ça devient efficace quand plus personne n'en parle. C'est-à-dire que les entreprises qui crient sur les toits, sur les réseaux sociaux, qu'elles ont une culture du feedback, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas forcément encore ancré véritablement dans le quotidien. Par contre, dès lors qu'on n'a plus besoin de la nommer, parce que c'est devenu un automatisme, là, c'est qu'on a réussi.
et qu'en fait, c'est devenu quelque chose de naturel, à tel point que plus personne ne s'en rend compte, parce que c'est devenu un vrai rituel et une vraie logique de travailler ensemble. Et ça, pour moi, c'est une vraie réussite pour les entreprises. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous partager aujourd'hui avec voilà, les 3 points clés. Un outil de régulation quotidien, la forme compte autant que le fond et un petit rituel vaut mieux qu'un grand projet. C'est pour moi quelque chose qui peut être vraiment essentiel pour mettre en place une belle culture du feedback. Merci. Est-ce que vous avez des petites questions? Parce que du coup, j'arrive à finir un petit peu avant l'heure. Je vois que certains ont dû malheureusement déjà un petit peu partir. Mais n'hésitez pas, si jamais, pour ceux qui sont encore là, si vous avez des petites questions, j'y réponds avec grand plaisir. Super clair, bon bah, tant mieux. Oui, je peux vous envoyer, Étienne, la présentation. Je l'enverrai à Alix, qui vous la transférera. Merci Nathalie. Que de compliments, j'adore. Merci. J'attends le feedback correctif à froid. Bon, bah, ravie que vous ayez tous appris quelque chose. Vous allez pouvoir le mettre en application dès cet après-midi, voire dès demain. Merci Philippe. Bah, passez tous une excellente journée et à très bientôt. Au revoir.